Ouais, bien, mes chers collègues, merci de rejoindre vos places. Le fait que l'équipe de France soit à égalité 0-0 avec l'équipe de Belgique ne doit pas nous empêcher de débuter nos travaux. Alors, nous avons 9 points inscrits à notre ordre du jour, dont nous parlerons après que le quorum ait été vérifié. Je passe donc la parole à notre directrice générale des services. Bonsoir, Monsieur Geoffroy présent, Madame Salle donne pouvoir à Monsieur Geoffroy, Monsieur Delpech présent, Madame Brodas donne pouvoir à Monsieur Alamami, Monsieur Samingo présent, Madame Gautin présente, Monsieur Guilbault présent, Madame Mollard-Cadix présente, Monsieur Vignol donne pouvoir à Madame Laforgue, Madame Lodé-Desmas présente, Monsieur Bourdeau donne pouvoir à Monsieur Loret, Madame Georget présente, Madame Savy présente, Madame Laforgue présente, Madame Lafont présente, Monsieur Alapetite présent, Monsieur Luttmann présent, Monsieur Guise présent, Madame Kozak présente, Monsieur Zawi présent, Madame Bourdelot, Le Roland donne pouvoir à Madame Kozak, Monsieur Alamami présent, Monsieur Loret présent, Monsieur Yumbi Ngamo présent, Monsieur Rang donne pouvoir à Monsieur Delpech, Madame Vivian donne pouvoir à Madame Kozak, Madame Kerkali présente, Madame Hildman présente, Madame Massé donne pouvoir à Monsieur Vrignot, Monsieur Rouillet présent, Madame Adjeli absente, Monsieur Vrignot présent, Monsieur Rousseau présent, Madame Mégias absente, Monsieur Pelou donne pouvoir à Monsieur Rousseau. Merci. Le quorum est donc visiblement atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Lors de notre précédente séance, la plume de nos travaux était tenue par Monsieur Éric Alamami. Tout le monde a reçu le compte-rendu, qui n'a pas suscité de remarques ni de questions. Pas plus en séance. Je le mets aux voix qui est d'avis de l'adopter. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Vous en êtes remerciés. Alors, l'ordre du tableau voudrait qu'après Éric Alamami, le compte-rendu de séance soit confié à notre collègue Yvon Leray, qui l'accepte, et nous l'acceptons aussi, je suppose. Pas de problème, il en est donc ainsi décidé. 9 points, vous disais-je, qui ont tous fait l'objet d'une présentation lors des réunions de commission. Le premier point, c'est la présentation du rapport social unique pour l'année 2022, qui nous est présenté par Éric Alamami. Merci, Monsieur le maire. Selon les dispositions de l'article L231-1 du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et établissements publics doivent élaborer chaque année un rapport social unique.
le RSU, qui rassemble des éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. L'arrêté du 10 décembre 2021 fixant pour la fonction publique territoriale la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociale, les centres de gestion ont réalisé les développements nécessaires à l'actualisation de leur plateforme, qui est désormais le seul mode de collecte pour ces indicateurs. Le RSU est avant tout un outil d'accompagnement dans la gestion des ressources humaines. Il permet de réaliser un état des lieux des données RH de la collectivité, de construire une stratégie RH, d'alimenter les lignes directrices de gestion et d'animer le dialogue social. Donc le RSU annexé à la présente délibération, que vous avez tous, est le premier RSU de la collectivité qui fait suite au bilan social. Il a été réalisé avec l'outil dernièrement élaboré par le Centre de gestion de Seine-et-Marne et concerne les données de l'année 2022, sachant que la RSU 2023 sera présentée dans les mois à venir. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de prendre acte du rapport social unique pour l'année 2022. Merci. La commission a émis un avis favorable. Je ne vois pas de remarques, de questions. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. C'est donc adopté. Le point 2, toujours présenté par Éric Alamami, c'est l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des élections législatives prévues le 30 juin et 7 juillet 2024, plusieurs agents communaux seront mobilisés pour effectuer des heures supplémentaires, comme tenir des bureaux de vote, montage et démontage du matériel, organisation et logistique des scrutins. Les travaux supplémentaires effectués par les agents lors de ces consultations électorales peuvent être compensés de 3 manières différentes, à savoir soit en récupérant le temps de travail effectué, soit par le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l'IHTS, soit pour les autres par la perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, l'IFCE. Les agents titulaires et contractuels relevant de la catégorie A peuvent percevoir une IFCE. Celle-ci peut être allouée dans la double limite d'un crédit global ouvert au budget et d'un montant individuel maximum calculé par référence à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'IFTS, susceptible d'être versée aux attachés territoriaux. L'IFCE est calculé sur la base de l'IFTS de deuxième catégorie, auquel est appliqué un coefficient fixé entre 0 et 8. Ce montant ainsi défini servira de base de calcul du crédit global. Ainsi, il est proposé d'approuver l'instauration de l'IFCE pour les élections en faveur des agents communaux qui, en raison de leur grade, sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En application de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962, le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de deuxième catégorie en vigueur à ce jour sera assorti d'un coefficient multiplicateur défini par la collectivité au taux de 8, de façon à déterminer un crédit par bénéficiaire et par tour de scrutin. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter l'instauration de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024, sachant que la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Merci. Pas de remarques particulières, pas de questions. Une information en votre direction et pour toutes celles et ceux qui nous regardent, la tenue des bureaux de vote pour les 2 dimanches 30 juin et 7 juillet va impacter en dépenses nouvelles notre collectivité de 20 000 euros, qui est le coût qui correspond à la rémunération de l'ensemble de nos agents, nombreux, vous le savez, qui sont sollicités et qui nous aident à tenir les bureaux de vote. Certains pourraient dire que nous nous serions bien passés de cette dépense. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est décidé. Le point 3 que nous présente Lisa Marie Lodé-Demas, c'est l'évolution du tableau des effectifs du personnel communal. Merci, Monsieur le maire.
Afin de tenir compte des évolutions des organisations, des mobilités internes, des départs pour disponibilité, détachement, mutation, retraite, fin de contrat ou rupture conventionnelle, il est nécessaire de créer des postes, de modifier des postes et de supprimer des postes inoccupés. Aussi, au sein de la Direction générale des services, pour assurer la coordination de projets, il est proposé de créer un emploi de chargé de projet. Au sein de la Direction de la petite enfance, pour assurer la prise en charge de jeunes enfants et pérenniser un agent actuellement en mission de remplacement, il est proposé de créer un emploi d'assistante de la petite enfance. Au sein du service des sports, pour permettre la prise en charge de nouvelles missions, il est proposé de modifier un emploi d'éducateur sportif actuellement à temps non complet pour le passer à temps complet. Au sein de la direction de la communication, pour mener à bien les projets amorcés et à venir, il est proposé de modifier l'intitulé du poste de l'actuel chargé de communication en le faisant évoluer en un poste d'adjointe à la directrice de la communication. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la modification du tableau des effectifs du personnel communal, sachant que l'administration générale Finances et Ressources humaines a émis un avis favorable. Merci. Pas de remarques particulières ni de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Le point numéro 5 que le numéro 4 pardon, que nous présente John Samingo, c'est la participation à l'enquête famille 2025 de l'INSEE. Merci, Monsieur le maire. L'INSEE, en effet, souhaite réaliser une enquête famille de 2025 associée à la collecte de l'enquête annuelle de recensement 2025. Elle est conduite tous les 10 ans pour saisir les grandes évolutions de la société. Elle est reconnue d'intérêt général par le Conseil national de l'information statistique. Elle est menée auprès d'un échantillon de 2000 communes, environ tirées au hasard, sur l'ensemble du territoire. L'enquête a vocation à être représentative au niveau régional. Les agents recenseurs chargés du recensement de la population de 2025 devront, en plus des questionnaires habituels du recensement de la population, soumettre le questionnaire famille aux personnes concernées. L'article 30 du décret 2015-1678 prévoit une dotation forfaitaire complémentaire afin de contribuer aux moyens nécessités par cette enquête. La convention ci-jointe fixe les conditions générales de préparation et d'exécution de l'enquête de 2025. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous prie de bien vouloir approuver la convention avec l'INSEE pour la réalisation d'une enquête famille en 2025, en sachant que la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable. Je vous remercie. Merci. Donc nous avons été choisis, tirés au hasard. Nous avons été tirés au hasard, comme chacun l'aura compris. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Le micro passe entre les mains de notre collègue Yvon Leray, qui nous présente le point numéro 5. C'est l'avis de la commune sur le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Yerre. Merci, Monsieur le maire. Et en effet, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Yerre est un outil de planification stratégique émanant de volonté locale qui définit un cadre réglementaire, des orientations et des objectifs pour la politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Yerre. Il est élaboré et mis en œuvre et révisé par la commission locale de l'eau du bassin versant de l'Yerre. Il a pour objet l'atteinte des principes d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de la protection de la biodiversité, tenant compte des adaptations nécessaires au changement climatique et permettant de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Approuvé en octobre 2011, le SAGE de l'Yerre est depuis dans sa phase de mise en œuvre. En 2018, la commission locale de l'eau a décidé de lancer une procédure de révision afin d'actualiser les données de l'état des lieux, d'effectuer un bilan de la mise en œuvre du SAGE et de se mettre en compatibilité avec le SDAGE 2022-2027 et d'intégrer la nécessaire adaptation au changement climatique. Les documents d'urbanisme doivent être rendus compatibles avec le SAGE. Le règlement est opposable aux tiers et aux décisions administratives prises dans le domaine de l'eau. Ainsi, les projets d'aménagement et travaux doivent être en conformité stricte avec le règlement. Le projet de SAGE révisé développe des mesures ambitieuses en matière de protection des cours d'eau, y compris ceux qui sont d'eau busée et de leurs espaces de mobilité.
de protection des zones humides, de gestion aussi durable et intégrée des eaux pluviales. Le 27 mars 2024, la Commission locale de l'eau du bassin de versant de l'Yerre a validé le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Yerre révisé. Le projet de SAGE est désormais soumis à l'avis des communes du bassin versant de l'Yerre, dont Comble-la-Ville fait partie. Les documents soumis à consultation des personnes publiques intéressées par le projet SAGE de l'Yerre révisé sont annexés à la présente délibération. Et je sais que je remercie les services parce qu'effectivement, les documents étaient très nombreux et très bien explicités, notamment la cartographie qui était très intéressante. Vous avez l'énumération dans le document, dans le projet de délibération. En complément des documents de vulgarisation du projet de SAGE, non soumis à consultation, sont également annexés à la présente délibération la plaquette de présentation, mais aussi un PowerPoint de présentation du projet de SAGE. Le plan local d'urbanisme révisé de Comble-la-Ville, approuvé le 29 avril 2024, a été élaboré en concertation avec la Commission locale de l'eau du bassin versant de l'Yerre, afin de prendre en compte le projet de SAGE en cours de révision. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous prie de bien vouloir émettre un avis au projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Yerre révisé. La Commission aménagement et développement durable a également émis un avis favorable unanime. Très bien. Alors, je ne vais pas refaire tout le film de cette belle aventure qu'est celle du SAGE de l'Yerre, mais rappeler son importance, appuyer vraiment sur ce que ça représente, dans la mesure où c'est une opération que nous avons engagée il y a plus de 25 ans, à l'époque avec le président du syndicat de l'Yerre, notre syndicat de rivière dont nous étions adhérents jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela, que présidait Bernard Piot, élu de Yèble, et le défunt et regretté Alain Chambard, qui était président du SIARP à l'époque, devenu SIAGE, et votre serviteur donc avait fait trio avec eux pour créer la première commission locale de l'eau que je préside donc depuis sa création il y a plus de 20 ans, et nous avons mis toute notre ambition, toute notre énergie à parler bassin versant, parce que jusque-là il y avait une multiplicité de syndicats, syndicats de rivière, syndicats d'assainissement. Le grand syndicat qui était à la fois rivière et assainissement, c'était le SIARV sur la partie aval, le Val-d'Yerre pour dire l'essentiel. Et l'amont, lui, était vraiment éclaté en une multiplicité de syndicats qui faisaient tous le maximum avec les maigres moyens dont ils disposaient. Et le nôtre, le syndicat de la vallée de l'Yerre, disposait de vraiment peu de moyens par rapport au linéaire de rivière qu'il s'agissait d'entretenir, y compris sur le territoire de Comble-la-Ville, qui a la caractéristique d'être à l'articulation entre l'amont et l'aval, puisque nous étions dans le syndicat amont, mais dès les premiers contrats de rivière lancés par l'agence de bassin Seine-Normandie, nous étions, nous, Comble-la-Ville, dans le contrat de l'Yerre-Aval. Dans l'amont d'un côté, dans l'aval de l'autre, nous sommes vraiment à l'articulation entre ces deux grandes dimensions. Il faut rappeler que c'est 550 000 habitants qui sont concernés par le bassin versant, sur un territoire très vaste, sur 3 départements. La Seine-et-Marne, bien sûr, qui est le grand amont, l'Essonne, qui est l'aval dur et très peuplé, et puis le Val-de-Marne, puisque l'Yerre se jette à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. J'insiste sur un point important. Nous avons voulu, dès le début, ne pas nous contenter de faire de l'hydraulique. L'hydraulique, c'est important. La régulation du cours de la rivière, redonner à la rivière son cours initial, qui a été beaucoup altéré par un certain nombre d'ouvrages qui ont été réalisés au fil du temps, qui avaient leur justification à une certaine époque, mais qui méritaient d'être étudiés les uns puis les autres dans l'optique de voir céder leur place au retour à l'état antérieur. Nous avons voulu, au-delà de l'hydraulique fort importante, aller beaucoup plus loin, insister sur l'ensemble des composantes de la rivière et de ses affluents, et en particulier tout ce qui concerne la biodiversité
liées à la rivière et à ses effluents, et en particulier, dans le particulier, tout ce qui concerne les zones humides. Nous avons fait un travail considérable concernant les zones humides, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce travail crée des contraintes que l'on retrouve dans le PAGD et dans le règlement, contraintes aux collectivités et à tous les projets qui peuvent se dérouler et être proposés sur les collectivités et qui peuvent être empêchés ou altérés dans leur mise en place et dans leur réalisation par le fait que les zones humides sont protégées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Le SAGE révisé, comme le disait Yvon, a eu comme objectif d'actualiser les données de l'état des lieux, de faire le bilan de ce qu'avait donné la mise en œuvre du SAGE actuel, et de s'adapter surtout aux contraintes nouvelles et d'inscrire ce nouveau SAGE dans l'optique qui n'était pas celle en début de siècle, les circonstances ne s'y prêtant pas, et qui aujourd'hui est évidente, qui est celle de l'adaptation au changement climatique, laquelle adaptation est également un des grands sujets du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de l'agence de bassin Seine-Normandie. Je viens de parler de cette agence de bassin pour vous dire que non seulement le travail qui a été effectué a associé le maximum d'habitants qui le souhaitaient. Nous avons eu une démarche tout au long de la procédure de révision qui a été très inclusive de notre population. Nous avons tenu plusieurs ateliers de rédaction du schéma. L'un s'est tenu d'ailleurs ici, dans cette même salle, durant toute la procédure. Et nous avions tenu, alors que nous n'y étions pas obligés, à faire appel dès le début à la Commission nationale du débat public, à laquelle nous avons demandé de nous désigner un garant qui pourrait donc être là pour bien attester que la démarche de participation de la population était la plus aboutie possible, et le garant, lorsqu'il a rendu ses conclusions, nous a donné le satisfecit que nous attendions sur la qualité du travail qui a été fait. L'agence de bassin, après que le schéma ait été adopté par la commission locale de l'eau, l'agence de bassin s'est prononcée il y a une dizaine de jours sur ce schéma. Nous avons planché, personnellement je m'y suis donc plié, bien évidemment, avec plaisir. Nous avons planché devant la commission, laquelle commission a émis un avis très favorable à ce schéma, estimant, un, que la démarche avait été remarquable, et deux, que l'ambition environnementale, notamment dans la nécessité de concourir à l'adaptation aussi poussée que possible au changement climatique, a été considérée comme exemplaire. Et donc, nous sommes dans la phase qui est celle de la saisie de l'avis des personnes publiques associées. Nous sommes, nous, commune de Comble-la-Ville, parmi les personnes publiques associées, les PPA, comme l'on dit sur de tels sujets, ce qui laisse augurer que dans le calendrier que nous avons fixé, avec probablement un début d'année 2025, la mise en œuvre effective, après toute cette période de travail très approfondi et très studieux et très ouvert de notre nouveau schéma et d'aménagement de gestion des eaux. Je tenais vraiment à évoquer tout cela en complément de ce que disait Yvon, parce que ce n'est pas un document pour se faire plaisir, et qui est d'ailleurs, et dont on entend parler, point. C'est un document qui n'est pas pour se faire plaisir, mais qui est pour avoir conscience des questions qui se posent et se mettre en situation de les traiter et de les régler. Et ensuite, un document dont il faut savoir, et nous élus, nous devons le savoir, et nous le ferons savoir à nos habitants, et donc à tous ceux qui seront un jour ou l'autre porteurs d'un projet de quelque nature que ce soit, que ce schéma est nécessairement contraignant parce qu'il est protecteur de la vallée dans toutes ses mentions, dans toutes ses configuration, que ce soit le lit de la rivière, que ce soit la ripisylve, que ce soit l'ensemble des secteurs avoisinants. Et je conclus en disant que ce schéma a été approuvé à l'unanimité de la Commission locale de l'eau. Il faut savoir que la Commission locale de l'eau, c'est 3 collèges. Le collège des élus, il y a de nombreux maires, présidents d'interco, de l'ensemble du bassin versant, et notamment beaucoup de collègues sénémarnais qui siègent à cette commission locale de l'eau à mes côtés. Également, la représentation de l'État
dans toutes ses dimensions. L'agence de l'eau, bien sûr, hein, mais également la police de l'eau du département de Seine-et-Marne, la direction départementale des territoires, l'ensemble des collectivités qui sont à nos côtés, le conseil régional, les conseils départementaux, et également les usagers. Hein, et le collège des usagers, c'est les associations de défense de l'environnement, France Nature Environnement, hein, représenté à la fois par l'Essonne et par la Seine-et-Marne. C'est également nos amis pêcheurs, les randonneurs et le monde agricole. Hein, et alors que les sujets traités sont importants, la qualité de l'eau, ben, c'est les pesticides et ce qu'il faut faire pour les réduire encore. La quantité de l'eau, c'est moins de barrages, mais des zones d'expansion de crues à l'amont pour que l'aval ne soit pas en permanence inondé dans les proportions que l'on connaît. Donc c'est des sujets sur lesquels les enjeux et la contradiction peuvent être importants entre des usagers qui ne prennent pas le problème de par leur statut, exactement du même point de départ et peut-être avec le même point de vue. Tous ont convergé sur un schéma ambitieux, reconnu comme tel, hein, et qui, nourri de cette unanimité, va pouvoir porter, je l'espère et j'en suis sûr, toute son efficacité. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est vrai que le schéma, les 800 pages, tous les documents, tout ça est très complexe et si plonger déjà les membres de la commission le font, hein, mais qui prétendrait, même pas moi, connaître les détails sur le bout des ongles de tout cela, donc a fortiori celles et ceux qui, même s'ils s'y intéressent, hein, pour affronter cette masse de plusieurs centaines de documents, c'est beaucoup plus complexe. Je voulais résumer, synthétiser et profiler tout ça en remerciant Yvon d'avoir fait la présentation qu'il en a faite. Est-ce que ceci est de nature à question? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est favorable? Merci. Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Jean-Michel Guilbault prend le micro pour nous présenter l'adhésion de notre commune à l'éco-organisme Alcôme dans le cadre de la lutte contre la pollution issue des mégots de cigarettes. Merci, monsieur le maire. Alcôme est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021 en charge de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique, de produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac relevant de l'article 19 de l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement et de leur obligation de responsabilité élargie. La mission d'Alcôve consiste à participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits de tabac, systématiquement appelés mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Alcôve a comme principe objectif de la réduction de la présence de mégots dans les espaces publics à hauteur de 20% pour 2024, de 35% de réduction en 2026 et de monter jusqu'à 40% de réduction d'ici 2027. L'action principale d'Alcôve sont sensibiliser, fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, amélioration, mise à disposition de cendriers, soutien financier aux communes qui s'engagent, assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots, collectés sélectivement à hauteur de 100 kg de mégots massifiés. Dans ce cadre, Alcôve propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique. Ce contrat prévoit l'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques, l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. Donc, au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de contractualiser avec l'éco-organisme Alcôme, sachant que la Commission Aménagement et Développement durable a émis un avis favorable.
Merci. Nul doute que cette délibération fera un tabac. Qu'à de dire. Pas de remarques ni de questions. Je profite de cette délibération pour donner une information concernant d'autres actions très proches de celle-ci que nous avons déjà engagées, que nous allons relancer, en particulier sur les déchets qui peuvent malencontreusement, partant de chez nous, se retrouver un jour dans les mers lointaines. Hein, vous vous rappelez très certainement que nous avons lancé il y a quelques années une opération « La mer commence ici » avec une sensibilisation sur des regards d'eau pluviale, hein, invitant nos concitoyens à éviter de laisser sur la voie publique des plastiques, enfin tout déchet, y compris les mégots, hein, qui peuvent s'y trouver et que nos avaloirs d'eau pluviale récupèrent pour ensuite voir tous ces déchets s'accumuler dans nos rivières, dans nos fleuves, puis ensuite traverser les océans pour parvenir quelquefois très loin dans ce 6e continent de plastique dont on parle beaucoup. Bon. J'ai souhaité il y a quelque temps qu'on fasse non pas un bilan statistique parce que c'est très difficile à faire, mais qu'on fasse une analyse des éventuels résultats de cette action. Et on a placé dans quelques avaloirs, pas tous, hein, mais un certain nombre assez représentatif de tous les lieux de la commune, des filets, hein, pour justement voir ce qui, au bout d'un certain temps, se trouvait, hein, dans ces filets, malgré la recommandation qu'on en avait faite. Le résultat est encourageant. Je ne dis pas qu'on n'a rien trouvé, mais je pensais, pour tout dire, je craignais un peu que l'on retrouve plus d'éléments que ceux que nous avons trouvés, à la fois en volume et en nature. Alors, il faut ajouter que, bien évidemment, l'entretien régulier par le CIVOM et par nos services de nos voiries et de nos caniveaux permet qu'un certain nombre de déchets qui, s'il n'y avait pas cet entretien, dégoulineraient dans nos caniveaux et ensuite dans nos avaloirs, ça c'est sûr. Mais malgré tout, donc, le résultat est assez intéressant. Mais j'ai souhaité, et donc nos concitoyens vont bientôt découvrir à nouveau, que soit engagée une nouvelle campagne de sensibilisation avec un nouveau logo, hein, mais toujours sur cette thématique que la mer commence ici et qu'il ne faut donc, pour la respecter, ne rien jeter ici, hein, pour que la mer là-bas soit respectée, hein, et nos services, aussi bien nos services techniques que notre service communication, sont en train de travailler à peaufiner cette nouvelle campagne. Il n'y a pas, hein, sur tous ces sujets, de petites actions. Hein. Il n'y a qu'une somme d'actions réfléchies, menées sérieusement, hein, et qui concourent toutes au même résultat. Hein. J'ajoute qu'en mettant bien sûr un exfiltré du jury de l'Association nationale des écomères que je préside, lorsque la commune avait présenté ce projet pour éventuellement recevoir un prix, hein, je m'étais complètement sorti du système et c'est en toute objectivité et en dehors de ma présence que le jury des écomères avait à l'unanimité souhaité accorder un prix à la commune qui nous a été remis lors de la cérémonie annuelle à l'hôtel de la Sey pour cette action « La mer commence ici ». Donc là aussi, on n'est pas sur les mégots, mais on est sur quelque chose, hein, qui s'apparente à la lutte contre tous les déchets et les conséquences de leur présence partout où ils ne doivent pas se trouver. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Cyril Delpuech nous présente le point numéro 7. C'est le renouvellement de notre PEDT, notre projet éducatif de territoire pour la période couvrant les années 2024 à 2027. Merci, Monsieur le maire. En effet, le PEDT, le projet éducatif de territoire, permet de traduire l'engagement de la municipalité dans le domaine de la politique petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité. Il offre un cadre de référence pour conduire la politique communautaire pour les enfants et les adolescents de 3 ans à 17 ans.
Le projet éducatif de territoire a été créé par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école et de la République du 8 juillet 2013 et notre commune s'est engagée dans son premier projet en 2014 et l'a renouvelé depuis à 2 reprises. Ce projet relève, à l'initiative de notre collectivité, d'une démarche partenariale avec les services de l'État concernés, la SDIGES, la CAF et la DSDEN, et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. Ce dispositif vise à nous permettre de créer une complémentarité et une continuité entre les temps éducatifs de l'enfant et du jeune. Notre commune renouvelle donc aujourd'hui sa volonté de s'engager dans un nouveau PEDT pour les années 2024-2027 en mettant l'accent sur de nouveaux objectifs ciblés afin de continuer à œuvrer en faveur des enfants et des jeunes, proposer un parcours éducatif cohérent dans le respect des compétences de chacun et en intégrant pleinement le rôle des familles. Notre intention a été présentée au comité de pilotage auprès des membres du groupe d'appui départemental, le GAD, qui ont pu mesurer la force de notre engagement à s'inscrire en acteur à part entière de la sphère éducative. Donc ce soir, il est proposé dans un premier temps de faire approuver cet engagement par les membres de notre conseil et de construire au cours des prochaines semaines les actions qui seront inscrites dans ce nouveau projet. Ce PEDT 2024-2027 devra dans un second temps faire l'objet d'une nouvelle présentation en séance du conseil municipal pour obtenir cette fois son approbation dans la globalité de ses actions avant transmission au GAD pour sa validation finale. Donc, lors de la commission de la semaine dernière, une question avait été posée concernant les actions, en tout cas les pistes d'action pour ce projet de PEDT 2024-2027. Donc, je vais les reprendre assez rapidement pour la parfaite information de tous. Donc, 3 pistes d'action ont été élaborées lors d'un groupe technique. Donc, le premier, contribuer à l'épanouissement de l'enfant et du jeune, à savoir favoriser le développement personnel et social de l'enfant et du jeune, en rendant plus accessible la culture, le sport, le numérique, pour une équité des chances de réussite et promouvoir ainsi le bien-être physique et moral des enfants. La deuxième piste, éduquer les enfants et les jeunes à la citoyenneté et à l'altérité, transmettre des notions de civisme, de partage, de respect de l'autre, acceptation de l'autre, se rendre compte des différences, déconstruire les préjugés en lui faisant prendre conscience qu'il a des droits et des devoirs. Aider les enfants, les jeunes, à trouver leur place dans la société, à devenir des citoyens avertis, engagés, sensibilisés aux problématiques de société telles que le développement durable et la participation citoyenne. Et enfin, favoriser une cohésion entre tous les acteurs pour permettre une continuité éducative autour de l'enfant, c'est-à-dire encourager et accompagner les parents dans leur rôle de premier acteur éducatif, en créant du lien entre les acteurs éducatifs du territoire, favoriser une continuité entre les différents temps éducatifs de l'enfant et du jeune, temps scolaire, temps de loisirs, temps familial, et enfin mobiliser tous les acteurs du territoire et assurer une responsabilité partagée. Donc notre commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a émis un avis favorable unanime. Merci et merci de ces précisions qui ont été évoquées, je crois, en commission et qui méritaient d'être rappelées à nouveau ici en séance. Pas de questions, pas de remarques, je vais mettre aux voix qui est favorable. Merci, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Nous pouvons passer au pénultième point, le numéro 8, versement d'une subvention dans le cadre de l'ouverture de la maison d'assistante maternelle Les Lémuriens. Et c'est Marilyn Georget qui nous présente cette délibération, l'avis de la commission étant confirmé par celui de la commission de Lisa-Marie Lodé-Demas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dans le cadre de l'ouverture de la maison d'assistante maternelle qui a eu lieu le 10 juin 2024, donc appelée les Lémuriens, la ville propose d'octroyer une aide au démarrage à hauteur de 850 € par enfant Comblavillet accueilli dans la limite de 12 places et ce, dans les 2 ans suivant l'ouverture de la MAM, donc maison d'assistante maternelle. Pour précision, actuellement, la MAM accueille aujourd'hui 7 enfants Comblavillet. Monsieur le maire vous prie de bien vouloir en délibérer et vous propose d'adopter le versement de cette aide, sachant que la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyenne a émis un avis favorable à l'unanimité. La commission finance confirme, hein, c'est bien cela. Alors, toute petite explication.
pour que tout soit clair, à terme, et dans les 2 ans qui viennent, cette maison d'assistante maternelle n'accueillera que des enfants Comblavilais. Pourquoi n'en accueille-t-elle que 7 aujourd'hui? Tout simplement parce que cette MAM est créée par 3 assistantes maternelles qui exerçaient jusque-là à leur domicile sur la commune de Lieusaint. Et depuis le début de nos échanges, parce que nous avons beaucoup aidé cette structure avec Marilyn pour qu'elle puisse ouvrir, avec ces 3 assistantes maternelles, toutes les 3 remarquables. Nous avions fait valoir que nous ne pourrions soutenir cette MAM qu'à la condition que les enfants soient Comblavilais, ce qui était admis. Mais bien évidemment, on ne pouvait pas demander à ces personnes de ne pas garder jusqu'à l'âge d'entrée à l'école maternelle les enfants qu'elles avaient jusque-là et qui étaient pour l'essentiel des lieux saintais. Et donc, à la rentrée prochaine, très rapidement, en septembre, il y aura, on passera de 7 à 9, puisqu'il y a 2 enfants qui terminent leur prise en charge là, avec l'été, et donc 2 nouveaux enfants Comblavilais viendront ensuite, on sera à 9, puis pourquoi on dit dans les 2 ans? Pas parce que par définition, des enfants qui seraient là depuis 1 an, dans 2 ans ils auront 3 ans, et par la même occasion la question de leur maintien dans la structure ne se pose plus, ce qui veut dire qu'avec la délibération d'aujourd'hui, dès que cette délibération sera en vigueur, nous pourrons faire verser la somme multipliée par 7, et qu'après la rentrée, nous n'aurons pas besoin de délibérer à nouveau, parce que le simple constat que de nouveaux enfants Comblavilais fréquentent ces structures permettra de verser à nouveau pour les 2 enfants concernés, ainsi de suite jusqu'à 12, one shot. C'est-à-dire que ensuite, s'il y avait renouvellement d'enfants, il y aura en permanence renouvellement d'enfants, il n'y aura plus lieu à versement d'une subvention d'investissement, puisque c'est une subvention d'aide au démarrage, globalement, comme nous l'avions déjà fait dans l'ancien dispositif d'accompagnement à la création de ces maisons d'assistante maternelle. Pas de remarques, de questions, je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'opposition, pas d'abstention. Également à l'unanimité. Le dernier point que nous présente Jean-Michel Guilbault, c'est l'avis sur la demande d'autorisation de la SAS Sénar Bioénergie à modifier et diversifier ses activités. Donc, la société SAS Sénar Bioénergie a demandé l'autorisation d'augmenter la capacité de traitement de son site de méthanisation de Réau, de diversifier les matières traitées, de créer un site de stockage des résidus à Évry-Grégis-sur-Yerres et d'épandre ces résidus sur les terres agricoles de Seine-et-Marne. Les terres agricoles concernées sur le plan d'épandage des digestats sont situées sur les communes de Limoges-Fours, Soigneul-en-Brie, Évry-Grégis, Moissy-Crémaillel et de Comblaville. 3 parcelles agricoles sont situées sur le territoire de Comblaville, au sud de la Francilienne, 2 parcelles le long de la voie SNCF, l'îlot 31 et l'îlot 32, et une située à l'est du parc d'activité Paris-Sud. C'est le lot 30. Une consultation du public sera organisée du 24 juin, donc qui a commencé, au 22 juillet 2024 inclus, afin que le public puisse formuler ses observations via plusieurs moyens sur un registre ouvert en mairie de Réau ou par lettre adressée à l'unité départementale de Seine-et-Marne, DRIAT, ou par messagerie électronique. Le développement des méthaniseurs est aujourd'hui largement engagé et soutenu par des agriculteurs. Les terrains situés sur Comblaville concernés par le plan d'épongeage sont classés comme modérés dans la carte de vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère des calcaires de Champigny.
Dans une mission d'information sur la méthanisation du Sénat, qui a eu lieu en septembre 2021, a été évoqué par M. Pierre Rousseau le problème de la maîtrise de l'azote et notamment la question de sa volatilisation. La teneur en azote que le digestat rendu dans le sol est relativement inconnue, car le taux de volatilisation de l'azote sous forme ammoniacale est très variable. Il dépend de nombreux paramètres, du pH du digestat, des engins d'épandage utilisés. Selon le rapport, il est extrêmement complexe et difficile de faire de la fertilisation raisonnée avec un digestat. Il existe aussi des témoignages de sous-fertilisation et de baisse de rendement avec le digestat. Comme les exploitants n'ont pas pris en compte la part de la volatilité qui se volatilise, le risque auquel ces derniers s'exposent également est d'être confrontés, pour ainsi dire, à une surfertilisation d'assurance. Les agriculteurs, pour être certains d'atteindre le bon rendement, excusez-moi, je change de page, vont surfertiliser avec le digestat pour se garantir de tout ce qui va partir sous forme de volatilisation ammoniacale. Le conseil municipal est invité à émettre un avis avant le 6 août 2024. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'émettre un avis favorable assorti d'une demande d'information complémentaire. Merci. Alors, deux remarques complémentaires sur ce sujet. Ceux qui prennent en parallèle de la francilienne l'ancienne nationale 105, hein, entre les échangeurs de Moissy-Cramayel d'un côté et de l'entrée de Réau de l'autre, hein, connaissent, ont déjà vu les 3 méthaniseurs, hein, de cette société. C'est de la méthanisation agricole telle qu'elle se développe et telle que notre département de Seine-et-Marne en est un des pionniers. Je rappelle d'ailleurs, et j'informe ceux qui ne le savaient pas, que la volonté des pouvoirs publics en Seine-et-Marne pour le développement de la méthanisation en général et agricole en particulier est très fort, puisque nous avons tous signé une charte qui s'appelle la charte Cap-Méta, signée par l'État, la Chambre d'agriculture, la représentation du monde agricole, le département, et par l'association des maires et présidents d'intercommunalité du département que j'ai l'honneur de présider, hein, pour marquer cette volonté conjointe que se développe en Seine-et-Marne une production originale adaptée à ce que nous sommes, un grand département rural, d'énergie propre, verte et renouvelable. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que depuis plusieurs années, et en particulier depuis le 1er janvier dernier, de nouveaux flux de déchets sont appelés à être obligatoirement traités en vue de la production d'énergie, et non plus, comme c'était jadis pratiquement le cas partout, dont c'est de moins en moins le cas, et dont ça ne pourra plus être le cas bientôt, puisque l'enfouissement des déchets ne sera plus possible, dans ce qu'on appelle les centres d'enfouissement technique. Et en particulier depuis le 1er janvier dernier, ce qu'on appelle les gros producteurs de biodéchets, c'est-à-dire en gros les déchets de nature alimentaire, hein, pour ne pas rentrer dans trop de détails, ont obligation de faire traiter ces biodéchets. Obligation est également faite au territoire de faire en sorte que les biodéchets alimentaires pour l'essentiel bénéficient également d'une prise en charge spécifique sous forme, ce que nous pratiquons nous ici avec le CIVOB,
de mise à disposition de composteurs individuels, d'organisation, ce qui se fait dans quelques écoles, de composteurs dédiés aux déchets alimentaires des écoles, etc. Bon. Nous, on a un avantage ici, c'est qu'on est les seuls, avec les 14 autres communes du CIVOB, à méthaniser la partie fermentescible des déchets, dont font partie les biodéchets. Donc nous, l'obligation légale, elle est couverte par le fait que 100% des déchets fermentescibles de nos concitoyens sont méthanisés et donc correspondent à l'obligation légale depuis le 1er janvier. Donc, la SAS dont nous parlons aujourd'hui accueille déjà, par l'intermédiaire d'ailleurs de la société Moulineau qui s'est installée juste à côté, et société qui a été créée il y a une quinzaine d'années par un restaurateur parisien qui était très avant-gardiste puisque il souhaitait que tout ce qui concerne les déchets alimentaires, le gâchis, le gaspillage alimentaire, trouve au moins sa réponse dans le traitement par méthanisation et donc par production de biogaz et ensuite production d'électricité ou injection du biogaz, etc. Vous connaissez tout cela dans les années à venir. Et cette société reçoit de plus en plus de biodéchets des gros producteurs. J'ai vu l'autre jour, puisque je faisais visiter l'installation à mes collègues maires du département, des camions, des gros producteurs que sont les grandes centrales d'hypermarchés, tous les invendus de la grande distribution, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition des Restos du Cœur ou autres organismes caritatifs, parce qu'ils seraient dans un état qui ne permettrait même pas qu'ils soient confiés à ces organismes, bon, arrivent maintenant à cette société Moulineau et sont préparés pour ensuite être injectés en méthanisation. Donc ça, c'est la première partie de l'intérêt et de l'importance de ce qui est en train de se faire et de l'avis que nous avons à formuler. La deuxième partie, c'est sur l'azote. Moi, je remercie nos services, et en particulier le service développement durable, toujours attentif à ces sujets, de nous aider dans ce qu'on a à formuler au nom de la population, à bien dire ce qu'il y a lieu de dire. Et c'est le cas aujourd'hui. Et nous souhaitons avoir le maximum d'éléments complémentaires d'appréciation, mais je tempère les inquiétudes, s'il y en avait, par un rappel de la réglementation. Le digestat des méthaniseurs agricoles est un déchet. Étant un déchet, il doit faire l'objet, avant d'être épandu, d'une autorisation au travers de la présentation à l'État d'un plan d'épandage, lequel n'est autorisé à l'épandage que si tous les critères, et notamment ceux qui nous intéressent aujourd'hui sur l'azote, sa concentration, sa déperdition, etc., tous ces critères auront été finement analysés. Donc, il n'y a pas de digestat de méthanisation à la ferme ou de méthanisation sur bout de stations d'épuration, puisqu'il y a quelques méthanisations qui sont effectuées à partir des bouts de steppe, sans un arrêté préfectoral autorisant l'épandage. Bon, donc ça, c'est une garantie qui vient, je crois, accompagner en la tempérant notre interrogation, qui n'est pas une inquiétude. Cette garantie, elle est très solide. J'en profite quand même pour dire que, contrairement au digestat de la méthanisation agricole ou de la méthanisation sur bout de station d'épuration, le compost produit à partir de nos déchets tels qu'ils découlent de la méthanisation du fermentescible à Varennes-Jarcy et ensuite de la production de compost par structuration du digestat, puisque sort du méthaniseur, outre le gaz, le digestat, de la même manière que dans les méthaniseurs de Réau. Mais par contre, notre digestat, il est structuré, en particulier avec le broyage des déchets verts que ceux parmi nous qui habitent en pavillon peuvent remettre dans la poubelle marron pour être collectés par le CIVOB. Ce digestat structuré devient un compost, lequel compost n'est pas un déchet, mais est un
produit. Ce produit doit obéir, et il obéit à une norme très stricte, qui est la norme NFU 44051, exigence amplifiée parce que nous l'avons souhaité au CIVOM par le passage de la norme déjà très exigeante à la marque Terom, qui est NFU 44051 multiplié par 1,10, c'est-à-dire 10% d'exigence en plus. Hein, le compost que vous pouvez aller chercher gratuitement au CIVOM si vous en voulez dans votre jardin, c'est du compost Terom, donc avec une exigence encore plus forte que l'obligation de la norme. Et à partir du moment où notre compost est normé, il n'a pas besoin de plan d'épandage et les agriculteurs viennent le chercher et l'acheter au CIVOM et ils l'épandent comme ils le souhaitent, puisque c'est un produit et non pas un déchet. Je voulais rappeler ces différences. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est un avis favorable, parce qu'il n'y a aucune raison que cet avis ne soit pas favorable, assorti du souhait, bien sûr, qu'on en sache le plus possible, lequel souhait est lui-même protégé par la garantie qui est celle du plan d'épandage et donc de l'autorisation donnée par les services de l'État à toutes les demandes formulées par tous les méthaniseurs qui produisent un digestat qui est un déchet et non pas un compost qui est un produit. Voilà ce que je voulais rappeler parce que, un, c'est intéressant et deux, c'est utile de le savoir. Oui, allez-y, Monsieur Vrignot. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour toutes ces informations. Merci. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour toutes ces informations, et c'est presque un cours que vous nous avez donné. Voilà. Cependant, effectivement, on sent bien que dans la présentation qui a été faite, aussi bien au niveau de la commission que aussi bien à votre niveau, réside un certain nombre d'incertitudes qu'il faut contrôler, hein, mais aujourd'hui, qui laissent en suspens des interrogations. En premier lieu, quelle est la teneur des modifications et diversifications qui, tout au début, je dirais, de la délibération, sont indiquées? Il nous manque effectivement des éléments suffisamment concrets pour pouvoir nous prononcer. Un petit détail à savoir simplement sur les parcelles, les îlots qui sont notés, 31, 32 et 30, on aurait souhaité des références cadastrales qui sont beaucoup plus précises que la notion des îlots. Un autre élément, une interrogation, c'est méthaniseur encouragé par des agriculteurs. C'est largement encouragé. On s'interroge, qu'est-ce que veut dire largement encouragé? Voilà, on ne sait pas quoi, qu'est-ce que ça représente, c'est encouragé sur quoi, pourquoi, voilà. Donc, ce sont toutes les questions. Et puisque vous avez très bien développé là autour des méthaniseurs, tout ça, mais c'est vrai que la question de l'azote. Et la question de l'azote, je dirais, est une question importante. Et avec les risques, effectivement, que ça peut engendrer, notamment pour la question de la volatilisation, qui, effectivement, peut donner du protoxyde d'azote, dont le réchauffement est 300 fois supérieur, j'allais dire, à l'azote même. Donc, ce sont des questions qui ont été soulevées, hein, donc on les relaie là de manière plus précise. Et puis en dernier lieu, c'est cette consultation publique qui se fait pour nous un petit peu dans un coin en plein été. En plus, c'est pas comme la ville. Bon, voilà. Donc, qui va être sensible à la consultation publique qui a commencé d'ailleurs, puis ça nous a été dit, et qui va se terminer, je pense, en juillet. Donc, pour tous ces questionnements et ces raisons, nous nous abstiendrons sur la délibération. Très bien. Oui, Daniel. Oui, je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit. Je partage le point de vue sur l'azote. Actuellement, je trouve qu'on ne sait pas assez jusqu'où on va aller avec l'azote. Par contre, en ce qui concerne cette méthanisation, et de voir les agriculteurs qui s'y engouffrent très volontairement, j'ai peur que demain on produise pour faire du gaz et puis pour faire de l'alimentaire. Alors qu'on a des populations entières qui attendent de l'alimentaire. Même si on a des camions de déchets, il faudrait peut-être apprendre à les gérer. Et la biodiversité nous permettrait quand même d'imposer un peu plus de composteurs, même dans les appartements, plutôt que d'aller vers la méthanisation. Voilà. Alors, merci de ces interventions extrêmement intéressantes. Alors, sur le dernier point, je ne suis pas d'accord pour une seule chose.
c'est que si on composte sans avoir méthanisé, on perd le méthane. Quand on méthanise, puis qu'ensuite on composte, on fait coup double. Hein, donc, le compostage à domicile, qui pour l'essentiel est un compostage sur déchets verts d'ailleurs, parce qu'il est très recommandé de ne pas se lancer à domicile dans le compostage des déchets alimentaires animaux. Parce que là, c'est un travail de professionnel. Bon, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on fait le compostage à partir du digestat au Civum, on le fait après une hygiénisation qui est produite par le phénomène et le process de digestion lui-même. Il y a une hygiénisation qui n'est jamais opérée, et on ne peut pas en faire le reproche aux particuliers que nous sommes quand nous sommes à la maison. Donc, c'est extrêmement délicat. Et puis, est-ce que c'est suivi du début à la fin dans le process du compostage à la maison? Même si les maîtres composteurs, et nous en avons aussi VOM, font de la formation, de l'information, de la sensibilisation, c'est toujours très particulier. Donc, je crois que faire donner par le déchet fermentescible tout ce qu'il a à donner, c'est-à-dire à la fois du biogaz, puis ensuite du compost, c'est un ordre naturel des choses. Sur l'azote, moi je vous rejoins totalement. Vous savez, nous aurions pu très bien, dans la présentation de ce dossier, dire il s'agit de l'élargissement des sujets que va avoir à traiter cette société, puisque avec les lois nouvelles et notamment sur les biodéchets alimentaires, il y a des obligations nouvelles. On aurait pu se contenter de dire ça. Nous, on a souhaité faire un travail approfondi sur ce vers quoi ça conduit. Et moi, je comprends, et je partage comme nous tous ici, puisque c'est des réserves que nous avons formulées. Je me permets de dire ça parce que notre avis favorable, tel qu'on le propose, il est assorti de ces réserves, justement, sur ce que vous évoquez là. C'est pour ça que je me permets de le dire, non pas pour vous convaincre de nous rejoindre, mais pour montrer ce que nous faisons. Et sur le dernier sujet qu'a évoqué Daniel Rousseau, personnellement, 1000 fois d'accord. Il est hors de question, et lorsque je parlais de Cap-Méta et du travail partenarial que nous menons avec le monde agricole, que l'agriculture soit remplacée dans sa capacité productive par la production d'énergie au détriment de la production de nourriture, de fruits et légumes. C'est évident. Par contre, et l'exemple bien connu en Seine-et-Marne de la ferme Couac à Chaumembry est l'exemple qui montre comment il faut prendre ce sujet. Les frères Couac à Chaumembry se trouvent héritiers de leur papa dans une ferme qu'ils connaissent bien. Ils sont ingénieurs agronomes eux-mêmes, et ils ont un triple défi: poursuivre l'activité d'élevage et de culture pour l'élevage, rénovation des bâtiments qui ont manqué d'entretien et qui menacent ruine, et diversification de l'activité économique pour pouvoir justement continuer à faire leur métier d'agriculteur, pour nourrir des bêtes avec des produits qu'ils auront eux-mêmes semés puis récoltés. Donc c'était la triple volonté. Et les frères Couac, ils ont rénové la ferme en créant une véritable unité de production photovoltaïque. Ils ont rénové totalement les toitures au sud avec des panneaux photovoltaïques, et ils ont produit, ils ont été parmi les premiers en France à le faire, une très grande quantité d'électricité photovoltaïque, une vraie centrale photovoltaïque. Et ensuite, ils ont lancé, ils ont été les précurseurs, moi je les ai beaucoup accompagnés et soutenus quand j'étais parlementaire, la méthanisation à la ferme, et ils alimentent aujourd'hui l'équivalent de 2500 foyers par le biométhane produit par leur unité de méthanisation. Et eux ont été vertueux, et il faut aller dans ce sens, Daniel a raison, en veillant à ce que les seules productions agricoles dédiées à la méthanisation soient sur des parcelles qui avaient besoin d'être dépolluées et sur lesquelles ils ont semé
des végétaux qui étaient chargés et ils sont parvenus de dépolluer le sol. Et donc, on dépollue le sol et on le rend ensuite à l'agriculture dans des conditions saines. Et deux, on a cultivé du végétal qui a permis le démarrage de leur unité de méthanisation qui aujourd'hui fait référence en France. Donc c'est bien dans cet esprit-là qu'il faut aller, tout à fait. Je crois que la production en proximité et de manière pertinente, sans dévier de son parcours professionnel, est une bonne chose dans les milieux agricoles. La démonstration de ce qui se passe à Réau, je crois, est une bonne chose. La prudence qu'il faut en avoir et le fait de tout bien cerner, de tout bien maîtriser, de tout bien contrôler, et le fait que le digestat ne soit qu'un déchet est plutôt une bonne affaire. Parce que si le digestat était considéré comme un produit et n'avait pas besoin de plan d'épandage, là, on pourrait se poser de manière un peu plus inquiète que nous le faisons aujourd'hui toutes les questions que nous nous posons. Or, on peut faire confiance aux DRIAT et aux services départementaux de l'État pour être extrêmement rigoureux, et quelquefois, certains le disent un peu trop, mais on ne l'est jamais trop lorsqu'il s'agit de la santé de nos concitoyens sur toutes ces questions. Je voulais vous apporter ces précisions complémentaires, mais en adhérant pour l'essentiel à ce que vous avez dit, et j'ai bien compris que ce que vous avez dit n'était pas en contradiction avec notre volonté d'émettre un avis favorable avec les demandes d'informations complémentaires qui en découlent naturellement. Pas d'autres remarques ni interventions? Je vais mettre aux voix. Qui est favorable? Avis contraire? Il n'y en a pas. Abstention? Il en est donc ainsi décidé. Et notre échange a permis de voir que ces abstentions, selon un vocable souvent utilisé, sont positives. Voilà. Alors, nous en avons fini avec notre ordre du jour. J'ai reçu une question présentée par le groupe Agissons pour Combes, qui va nous être présentée par Sylvain Roulier. Nous vous écoutons. Je vous remercie, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Alors, nous souhaitons porter une attention particulière sur la question de la mobilité au sein de l'agglomération Grand Paris Sud et plus particulièrement des liens avec le Carré Sénart. Cet espace est devenu le cœur de l'agglomération avec son centre commercial et ses commerces en tout genre, ses espaces de restauration, ses espaces sportifs, son centre médical, son théâtre, ses nombreuses animations et bien d'autres services encore dont le développement se poursuit. Pour faciliter son accès, des voies de transport par le déploiement de TESEN permettent un accès direct depuis de nombreuses communes de notre agglomération. Dernièrement a été inaugurée la ligne TESEN 2 qui va desservir Savigny-le-Temple et les travaux sur Corbeil-Essonnes sont engagés pour le TESEN 4. Favoriser l'utilisation des transports en commun doit être un objectif partagé qui présente de nombreux avantages, limiter l'utilisation des véhicules personnels, favoriser les fluidités de circulation, permettre l'accès des transports collectifs à des coûts maîtrisés, pour celles et ceux qui ont des moyens restreints et dans le cas présent, faciliter l'accessibilité aux Comblavilais et Comblavilais au Carré Sénart. Alors, la question est, y a-t-il aujourd'hui un projet concret de raccordement de Comblaville au réseau TESEN? Si oui, quelles sont les échéances de sa mise en œuvre? Sinon, quelles sont les raisons pour lesquelles Comblaville n'est pas partie prenante de ce projet? Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Alors, nous sommes en juillet, les vacances sont proches, la France est paisible. Notre équipe vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe en battant la Belgique 1-0. Donc, nous avons tout loisir d'être facétieux et taquins. Et quand j'ai eu connaissance de votre question, je me suis dit, soit ils n'écoutent pas, ce qui est fâcheux, soit ce sont des coucous. Vous savez ce que c'est qu'un coucou? Celui qui vient s'installer dans le nid des autres pour prendre la place en disant « c'est moi ». Bon. Parce que cette question, elle amène à se poser ces deux questions. Ça fait 20 ans, au minimum, que partout où j'ai la possibilité de le faire, dans les instances hier du SAN de Sénart,
aujourd'hui de l'agglomération Grand Paris Sud, ici même dans ce Conseil, lors de diverses interventions, je crois l'avoir fait à de multiples reprises lors des séances de vœux en début janvier. Donc depuis 20 ans, je ne cesse, de dénoncer ce qui nous était dit au début. Quand nous avons travaillé sur la liaison entre la ville nouvelle de Sénart et nos amis essonniens de l'autre côté de la Seine, Corbeil, puis Évry, puis en remontant vers le nord, nous avions travaillé à une ligne ferrée dont le projet n'a jamais abouti pour des raisons à la fois techniques et budgétaires, et était créé le concept donc d'un site propre, site propre avec de nouveaux moyens, de nouveaux véhicules, et on a appelé ça Thézen. À l'époque, je posais la question, lorsque le Thézen 1, partant de la gare de Lieu-Samoisy et allant dans un premier temps vers la gare de Corbeil, je vous posais la question, et nous, c'est quand? Et on me disait poliment, oh bah, vous avez le train de la gare de Combes à la gare de Moissy, vous suffira de le prendre pour ensuite monter dans le Thézen et aller de l'autre côté de la Seine. Et je répondais invariablement, quand arrêterez-vous de vous moquer des Comblavilais? Donc je n'ai pas cessé de le dire. Et à force de le dire, le ton a un peu changé. On a moins pris à la légère ce que je disais, et il y a eu une première étape consistant à trouver intéressant ce que je disais. Ça ne faisait pas tout, mais c'était déjà un progrès. Et puis comme j'ai continué à le répéter, on a estimé que ce qui était intéressant était pertinent et que ça méritait d'être réfléchi. Et comme je ne voulais pas en rester là, j'ai dit le Thézen jusqu'à Combes, c'est quoi? C'est le prolongement du Thézen qui arrive à la gare de Lieu-Samoisy, en remontant le long de la route départementale 57 qui relie entre autres Moissy-Caramayel à Comble-la-Ville, et en arrivant, que ce soit en dessous de la Francilienne ou au-dessus, peu importe, selon les données techniques qui pourraient permettre de définir le tracé, le point de départ, le point d'arrivée, ça a commencé à percuter. Bon, et quand j'ai évoqué cela au Conseil communautaire de Grand Paris Sud, au moment où nous avions à prendre des délibérations sur toutes ces questions de mobilité, il a été acté par le président de l'agglomération que la demande comblavillaise était une demande légitime. On a franchi plusieurs étapes. Et nous avons saisi, bien sûr, la mise en révision du schéma directeur de la région Île-de-France, devenant SDRIF E pour environnement, écologie, enfin bon, énergie aussi, c'est un multiple, pour faire valoir cette fois-ci, non pas en réponse, disons, aimable à la demande de Comble-la-Ville, mais en réponse prise à son compte par l'agglomération de notre exigence, que soit installé donc dans les projets ce prolongement du TZN1 jusqu'à Comble-la-Ville au niveau de la Francilienne. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'établissement public de Sénart, les choses ont été dites et actées. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'avis exprimé par la commune, rappelez-vous-le, puisqu'on l'a exprimé ici même, et par l'agglomération, il a été clairement indiqué qu'il devait y avoir donc un raccordement du TZN jusqu'à notre commune. Et la cerise qui vient de s'ajouter sur toute cette pièce montée de toutes nos exigences année après année, c'est l'affirmation par Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qu'il y aurait bien une modification du schéma TZN au profit de la commune de Comble-la-Ville, avec création de ce barreau reliant du sud au nord la gare de Lieu-Samoisy vers le point d'arrivée, le point de départ, que sera dorénavant le site qui sera choisi très probablement au sud de la Francilienne, sur la ZAC du Charme, c'est-à-dire quand on va vers Moissy,
quelque part sur la droite du rond-point qui est de l'autre côté de la Francilienne, qui dessert Moissy quand on va tout droit et qui dessert la Francilienne vers Marne-la-Vallée quand on tourne à gauche. Voilà où nous en sommes. Et donc, ça ne va pas se faire demain, mais depuis l'aimable sourire qui était la réponse à mes interrogations il y a une vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Alors on peut toujours considérer que tout ça prend du temps, oui, ça prend du temps, mais maintenant c'est accroché, et c'est accroché de manière définitive, et je fais confiance à notre conseillère régionale ici présente pour qu'elle fasse en sorte que ce qui est accroché ne prenne pas trop de retard. Voilà. Oui, Monsieur Vrignot ? Oui, je sais que l'habitude n'est pas de ne pas surenchérir après vous. Je partage avec vous, j'ai mis le coucou, la première des choses. Et d'autre part, nous avons de la mémoire. Voilà. Et je pense que ce soir, vous venez faire quand même une mise au point. Ça serait bien que cette mise au point, elle soit connue des Comblavillais et Comblavillaises. Parce qu'il semble qu'effectivement, on se fait le relais là ce soir d'un certain nombre de questionnements, de remarques, de personnes qui s'interrogent. Donc, si elle vient ce soir, ce n'est pas de manière opportune, mais c'est de manière précise, sérieuse et réfléchie. Je tenais à vous le dire et je vous remercie pour votre réponse. Et j'en profite pour dire que c'était opportun et que ça n'avait aucune raison d'être opportuniste. Daniel ? Oui. Alors, elle était peut-être hors délai, mais comme on est en juillet, que la France est paisible et que j'ai l'humeur taquine, on y va. Je peux vous le redonner, non, mais vas-y, vas-y. Alors, non, mais on a entendu, et s'il faut reconstituer le texte, on prendra la question que Daniel va nous donner par écrit. Nous, on est très en colère contre les SFR. Mais je voudrais dire une chose, parce que moi, je ne suis jamais gêné par les pétitions, mais les pétitions, il faut qu'elles aillent au bon endroit. C'est-à-dire il faut qu'elles aillent vers celui qui a la responsabilité. Récemment, une personne qui n'était pas informée, donc je l'ai informée, me disait « Vous avez quand même signé une convention avec SFR ». Ben non, la commune n'a signé aucune convention avec SFR. Rappelez-vous que le plan fibre de l'État s'est organisé de manière assez intelligente finalement. Les collectivités pour lesquelles le retour d'investissement de l'installation de la fibre serait fibré par les grands opérateurs, SFR, Bouygues, Orange, et les collectivités qui, par leur nature, peu d'habitants, périmètre d'un territoire très, très large, donc un coût des infrastructures tellement important que le retour sur investissement des opérateurs serait impossible, la puissance publique. Bon, et dans notre département, c'est ce qui s'est passé. Un certain nombre de communes dont nous faisons partie, ce n'est pas une surprise, ont été considérées comme pouvant être rentables à terme pour les opérateurs. Et donc, il a été confié le soin à un opérateur. En l'occurrence, chez nous, l'État a décidé que ce serait SFR, parce que les opérateurs se sont en gros répartis le territoire et l'État a avalisé cette répartition. Et puis, un grand nombre de communes de notre département bénéficient de l'installation de la fibre par le biais de l'outil du conseil départemental qui s'appelle Numéricable, qui est
structure qui a été créée exclusivement donc aux fins de fibrer les communes qui ne relevaient pas du fibrage décidé par l'État, par les opérateurs dont je parlais. Donc, nous, on nous a dit CSFR. On n'a aucun engagement de la commune parce que nous n'avons pas la compétence dans la matière. Et je rappelle, je n'ai pas besoin de le faire puisque tout le monde a la mémoire ici, que SFR nous avait promis la Lune. SFR nous avait dit on a une obligation à horizon, je crois me souvenir, de 2022, mais vous verrez, on aura fini en 2020. Moi, je n'osais pas y croire. Bon, ils n'ont pas tout à fait tenu leur engagement, ils ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils avaient promis, ils sont en plus renvoyés la balle en interne. Quand j'ai pris un petit peu de haut, parce qu'il fallait que je le fasse, le délégué régional Île-de-France de SFR, quand je lui ai dit, vous savez, quand vous prétendez que ce n'est pas vous qui avez pris l'engagement, donc qui ne vous concerne pas, j'ai fait remarquer que quand une société prend un engagement, ce n'est pas la personne qui l'a pris qui doit être interpellée, c'est la société elle-même. Bon. Donc dès le début, on n'a pas été très très content et ça ne s'est pas extrêmement bien passé. Aujourd'hui, malgré tous les désagréments nombreux, trop nombreux, qui sont subis par nos concitoyens, il est vrai que formellement 98% des rues de la commune sont fibrées, formellement. Il manque 2%, c'est principalement l'avenue de la Marache, l'allée des Maraîchers et le haut de la rue du Haut-du-Breuil qui débouche en intersection sur l'avenue de la Marache. Bien que nous n'ayons aucune compétence, nous avons pris les devants et nous avons saisi assez vigoureusement SFR pour demander des explications. Et quand SFR nous dit les réseaux qui appartiennent à France Télécom, donc à Orange maintenant, sont inutilisables, donc on ne fait rien, j'ai fait remarquer qu'il y avait une obligation légale, que si SFR avait été choisi par l'État pour fibrer notre commune, il fallait que ce soit 100% des foyers qui puissent disposer de la fibre. Bon. Donc SFR a dit, je vais me retourner vers France Télécom. Bon, on lui a laissé le temps, mais visiblement, il leur en fallait un petit peu plus. Bon, première étape, France Télécom a fait savoir que les fourreaux étaient inutilisables et qu'il faudrait faire autrement. Bon. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Ça prend trop de temps, mais c'est en train de se faire entre SFR et Grand Paris Sud pour voir dans quelles conditions un nouveau linéaire de tranchée, donc d'installation des fourreaux pour la fibre sur ces 3 rues, pourrait être fait. Donc sur la question des 2% restants non encore fibrés, on est dessus, on n'arrête pas d'être dessus, mais comme ce n'est pas nous qui faisons, le résultat tarde et on n'est pas content. Bon. Pour le reste, qui ne cesse pas d'évoluer d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est tel endroit et c'est réglé demain, provisoirement, et puis demain ça sera tel autre endroit, et ce qui est évoqué, il n'y a pas que ce coin, il y a la rue des Loirs aussi, il y a eu dans le secteur de la rue Traversière, des désagréments qui ne sont pas encore complètement réglés. Bon, on est sur le dos de SFR. On ne peut pas faire autrement que d'être sur le dos de SFR, et d'essayer de faire le mieux possible pour que SFR fasse le job. Récemment, ils nous ont dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va pratiquement changer toutes les armoires. Bon, et puis finalement, on s'aperçoit qu'ils ne changent rien, même si on voit beaucoup de monde devant les armoires, et on a appris qu'en fait, ils n'allaient pas changer les armoires, ils allaient changer les serrures des armoires. Je trouve que 5 à 6 personnes pour changer la serrure d'une armoire, ça fait quand même beaucoup. Il y a quelques motifs d'économie probablement là. Donc on n'est pas content. On est comme les élus tous ici présents, parce qu'on peut être concerné demain par des dérèglements, parce qu'il y a effectivement du télétravail. Il y a des gens qui ne passent pas leur temps qu'à se saisir des opportunités de loisirs que les outils numériques permettent, mais qui en ont besoin professionnellement, et on fait le maximum. Donc
moi, je ne m'engagerai jamais à ce que tel jour, ça soit fini, parce que si c'était nous qui le faisions, on en répondrait et on pourrait légitimement nous faire le reproche d'avoir des obligations et de ne pas les satisfaire. Or, nous, on s'est créé l'obligation de bousculer autant qu'il nous est possible de le faire SFR pour que ça bouge et que ça bouge de manière solide et, je l'espère, définitive. Bon, je ne sais pas, mon petit doigt me dit que dans beaucoup de communes, malheureusement dans notre pays, la situation est un peu délicate. Alors, il y a le verre à moitié vide, c'est ce qu'on est en train d'évoquer. Il y a le verre à moitié plein qui fait quand même que, en 20 ans, on aura beaucoup évolué, du câble à la fibre. Tout ça, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais ça a déjà beaucoup évolué. Donc, ne nous satisfaisons pas du verre à moitié plein, demandons qu'il soit totalement plein. C'est ce à quoi on s'efforce. Sylvain, un dernier mot. Comme on est le 1er juillet, allez, c'est gentil. En fait, je voulais juste vous poser la question parce que ce que vous dites là, on vous secouez, SFR, etc., et c'est tout à fait louable, etc. Et je pense que vous prenez vos responsabilités par rapport à ça et par rapport à ce fournisseur principal. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de vous, à votre niveau, avec en tant que maire, de saisir l'ARCEP directement, en fait? L'autorité en fait qui est au-dessus des SFR et au-dessus de tous les fournisseurs. Vous avez peut-être dû y penser, mais je me pose moi la question innocemment. Est-ce que c'est peut-être possible de les saisir directement et qu'ils fassent la police, parce que c'est leur job en fait? Bah, bien sûr, on est en contact avec l'ARCEP. Hein, j'aime bien l'innocence le 1er juillet. Absolument. Je trouve ça sympa. Hein, non, mais moi, ce que je retiens de notre échange, et ce que j'en dirais, c'est que les groupes minoritaires savent tellement combien on se bat qu'ils nous disent tout leur remerciement de se battre. Hein, et donc, merci de vos encouragements. Non, il faut pas. Il y a des sujets sur lesquels éventuellement on peut faire entre guillemets politique, mais pas sur celui-là, parce que non, mais, bien sûr, moi non plus. Hein, mais c'est un vrai sujet sur lequel on aimerait ne pas passer le temps et l'énergie qu'on y consacre. Voilà, c'est ce que je dis aujourd'hui. Hein, parce que... Bien, bonne soirée à toutes et à tous et bon été. Et puis, bon, on verra bien ce qui se passe dimanche prochain. Thank you.